Chapitre 1. Le résultat, puis le déclic. Je ne suis pas allé en France, mais le français est partout chez moi. Chaque matin quand je me réveille, le français est déjà là qui m'attend. Quand je prends mon petit déjeuner, le français est là. Quand je me repose sur le canapé, le français apparaît encore. Et la chose la plus étrange, c'est que je ne me sens pas fatiguée par cela. Je me sens à l'aise. Après quelques semaines de vie comme ça, le français a cessé de paraître distant. Il a cessé de ressembler à une matière scolaire que je devais me forcer à étudier. Au lieu de cela, il a commencé à paraître normal. Il a commencé à faire partie de ma vie quotidienne, comme me brosser les dents ou faire du café. Et voici ce que je veux vous dire. Vous pouvez copier exactement le même système. Même si vous avez un emploi du temps chargé. Même si vous travaillez beaucoup. Même si vous avez des enfants, une famille, ou très peu de temps libre. Ce système fonctionne parce qu'il ne demande pas de temps supplémentaire. Il utilise le temps que vous avez déjà. Il y avait une décision qui a fait fonctionner tout le système, et ce n'était pas la motivation. Ce n'était pas la discipline. Ce n'était pas un nouveau livre ou une nouvelle application. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, et je vais vous la révéler. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Avant de créer ce système, mon habitude d'apprentissage du français était un désastre. Je commençais avec beaucoup d'enthousiasme. J'achetais des cahiers. Je téléchargeais des applications. Je faisais des plans détaillés. Et puis, après une semaine ou deux, tout s'arrêtait. La vie prenait le dessus. Je me sentais coupable. Et je recommençais à zéro quelques mois plus tard. Mes cahiers avaient l'air sérieux, mais mes semaines ne l'étaient pas. Je voyais les pages remplies de vocabulaire que j'avais oublié. Je voyais les exercices à moitié terminés. Et je me sentais comme un échec. Chaque fois que j'arrêtais, je perdais confiance en moi. Je commençais à croire que je n'étais tout simplement pas fait pour apprendre une langue. Cette croyance était fausse, mais je ne le savais pas encore. Si j'avais continué comme avant, j'aurais passé des années à recommencer sans jamais progresser vraiment. J'aurais dépensé de l'argent en cours et en livres sans voir de résultats. Et le pire, j'aurais abandonné mon rêve de parler français. Mais quelque chose a changé. J'ai décidé de construire un système différent. J'ai construit ce système en couches, comme on construit une petite ville à l'intérieur d'une maison. Chaque couche s'appuie sur la précédente. Et ensemble, ces couches créent quelque chose de puissant. Dans cette histoire, je vais partager avec vous 3 règles et 18 chapitres. Mais je ne vais pas vous les présenter comme une leçon. Je vais vous les raconter comme une aventure. Parce que c'est exactement ce que c'était pour moi. Chapitre 2. Le vrai problème. Avant de changer ma maison, j'ai dû comprendre pourquoi mes anciens plans d'études s'effondraient toujours. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon problème était la paresse. Je me disais que je n'avais pas assez de volonté.
que je n'étais pas assez discipliné. Que les gens qui réussissent à apprendre une langue avaient quelque chose que je n'avais pas. Mais ce n'était pas vrai. Mon vrai problème n'était pas la paresse. Mon vrai problème était la friction. Qu'est-ce que la friction? La friction, c'est tout ce qui rend une action plus difficile à commencer. C'est la distance entre vous et l'action que vous voulez faire. Et dans mon ancien système, la friction était énorme. Le français existait seulement pendant le temps d'études. Il vivait dans un tiroir, dans une application que je devais ouvrir, dans un moment spécial que je devais créer. Mon cerveau ne voyait pas le français tous les jours. Alors mon cerveau ne le renforçait pas. Alors il oubliait vite, même si j'avais étudié la veille. Voici ce que j'ai appris: réduisez la friction, augmentez l'exposition. C'est simple, mais c'est puissant. Laissez-moi vous donner un exemple personnel de friction. Avant, quand je voulais étudier le français, voici ce qui se passait. Je me disais, ce soir, je vais étudier. Puis le soir arrivait, et j'étais souvent fatiguée. Je devais trouver mon livre. Je devais trouver un endroit calme. Je devais me mettre dans l'ambiance. Et souvent, avant même de commencer, quelque chose m'interrompait. Le téléphone sonnait. Quelqu'un avait besoin de moi. Ou simplement, je n'avais plus l'énergie. Alors je me disais, demain. Et demain devenait la semaine prochaine. Et la semaine prochaine devenait le mois prochain. Chaque fois que cela arrivait, je me sentais coupable. Et la culpabilité me faisait éviter le français encore plus. C'était un cercle vicieux. Il y avait une règle de placement qui allait tout changer. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, voici ce que j'ai compris. J'ai arrêté d'essayer de devenir discipliné, et j'ai commencé à redessiner mon environnement. Chapitre 3. Première règle. Le français doit apparaître tout seul. La première règle que j'ai découverte était simple, mais elle a tout changé. Le français devait apparaître même quand je ne me sentais pas prêt. Il devait se montrer sans demander ma permission. Il devait être là, qu'il soit le bienvenu ou non. La raison est simple, parce que si j'attendais d'être prêt, je n'étais jamais prêt. Si j'attendais d'avoir envie, je n'avais jamais envie. Mon cerveau trouvait toujours une excuse. Mais si le français était déjà là, devant moi, mon cerveau n'avait pas le choix. Il devait le voir. Cette idée m'est venue un matin. Je me brossais les dents et je regardais le mur. Et je me suis dit, je regarde ce mur tous les matins. Qu'est-ce qui se passerait si le français était sur ce mur? C'était ma première expérience. J'ai choisi une habitude quotidienne que je faisais toujours, sans exception. Me brosser les dents. Et j'ai attaché le français à cette habitude. J'ai collé une petite liste de mots français sur le miroir de la salle de bain. Rien de compliqué. Juste 5 mots. Chaque matin, pendant que je me brossais les dents, je regardais ces mots.
Je les lisais. Je les répétais dans ma tête. C'était si simple que ça semblait presque ridicule. Mais ça marchait. La raison est simple, parce que je ne pouvais pas l'éviter. Le français était là, qu'il me plaise ou non. Au bout de 3 jours, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Je connaissais ces 5 mots sans effort. Je ne les avais pas mémorisés consciemment. Je les avais simplement vus assez de fois pour qu'ils restent dans ma mémoire. Mon cerveau avait fait le travail pendant que je me brossais les dents. J'ai ajouté 5 nouveaux mots. Une semaine plus tard, je connaissais 10 mots, puis 15, puis 20. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas rapide. Mais c'était constant. Et la constance bat l'intensité sur le long terme. Voici le conseil que je vous donne, choisissez une habitude que vous ne sautez jamais. Quelque chose que vous faites tous les jours, peu importe les circonstances. Et attachez le français à cette habitude. Vous vous souvenez de la décision dont je vous ai parlé au début? Celle qui a fait fonctionner tout le système? Je vous la révélerai plus tard. Et vous vous souvenez de la règle de placement? Elle arrive bientôt. Une fois que le français apparaissait chaque jour, j'avais besoin qu'il apparaisse aux bons endroits. Chapitre 4. La règle de placement. Mettre le français là où vous vous arrêtez. Voici la règle de placement que j'ai découverte. Les matériaux de français doivent vivre là où vous vous arrêtez déjà naturellement, pas là où vous rêvez d'étudier. Avant, je rangeais mes livres de français dans un tiroir. Ils étaient bien organisés. Ils avaient l'air propres et professionnels. Et ils restaient dans ce tiroir pendant des semaines sans que je les touche. Un tiroir est l'endroit où les habitudes vont dormir. Si vous voulez qu'une habitude vive, ne la rangez pas. Laissez-la visible et accessible, pour que l'habitude reste éveillée. J'ai commencé à réfléchir aux endroits où je m'arrête naturellement dans ma maison. Pas les endroits où je voudrais étudier dans un monde parfait. Les endroits où je m'arrête vraiment, dans ma vie réelle, imparfaite et occupée. Le matin, je m'arrête près de mon lit quand je me réveille. Alors j'ai mis une petite carte avec une phrase française sur ma table de nuit. Au petit déjeuner, je m'assieds à la même place chaque jour. Alors j'ai mis un petit cahier de vocabulaire près de cette place. Le soir, je me repose sur le canapé. Alors j'ai laissé un livre de français, facile sur le canapé. Avant de quitter la maison, je m'arrête près de la porte. Alors j'ai collé une phrase française près de la porte. Chaque pause naturelle est devenue une opportunité. Je n'avais pas besoin de créer du temps. Je n'avais pas besoin de trouver de la motivation. Le français était simplement là, à chaque endroit où je m'arrêtais. Et quelque chose d'intéressant s'est passé. Plus je voyais le français, plus il me semblait normal. Il a cessé d'être quelque chose de spécial et d'intimidant. Il est devenu une partie de mon décor quotidien. Le placement a résolu le problème de l'accès.
Mais j'avais encore besoin que le français lui-même soit assez facile à utiliser chaque jour. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le placement est si puissant. Notre cerveau est paresseux par nature. Ce n'est pas une insulte. C'est de la biologie. Notre cerveau essaie toujours de conserver l'énergie. Il choisit le chemin de moindre résistance. Si le français est dans un tiroir, votre cerveau doit décider de se lever, marcher jusqu'au tiroir, l'ouvrir, sortir le livre et commencer. Chaque étape est une chance d'abandonner. Chaque étape demande une petite décision. Et les décisions fatiguent le cerveau. Mais si le français est déjà devant vous, il n'y a pas de décision à prendre. Il n'y a pas d'effort à faire. Votre cerveau voit le français et le traite automatiquement. C'est la magie du placement stratégique. J'ai découvert un autre principe important, les objets que vous voyez influencent vos actions. Si vous voyez une télévision, vous pensez à regarder la télévision. Si vous voyez un téléphone, vous pensez à prendre votre téléphone. Et si vous voyez du français, vous pensez au français. Alors j'ai commencé à utiliser ce principe intentionnellement. J'ai rempli mon champ de vision avec des rappels de français. Pas des rappels ennuyeux ou stressants. Des rappels simples et faciles. Une phrase par-ci. Un mot par-là. Des petites touches de français partout où mes yeux se posaient naturellement. Avant, je créais des sessions d'études géantes. Je me disais, ce week-end, je vais étudier pendant 2 heures. Ou, ce soir, je vais finir ce chapitre entier. Ces plans semblaient ambitieux et sérieux. Mais ils ne marchaient presque jamais. La raison est simple, parce qu'ils demandaient trop d'énergie pour commencer. Avant même de commencer, mon cerveau calculait tout le travail à faire. Et il se sentait déjà fatigué. Chapitre 5. Commencer facilement, au lieu de viser trop grand. J'ai changé d'approche. J'ai arrêté d'essayer de créer des sessions difficiles à finir. J'ai commencé à créer des sessions faciles à commencer. Voici la différence. Une session difficile à finir est longue, compliquée, et demande de la concentration. Une session facile à commencer est courte, simple, et peut se faire en quelques secondes. J'ai créé ce que j'appelle des micro-séances. Une micro-séance peut durer 30 secondes. Elle peut durer 2 minutes. Elle n'a pas besoin de durer plus longtemps. L'important n'est pas la durée. L'important est de commencer. Voici ma règle personnelle pour les micro-séances. Même les jours les plus difficiles, même quand je suis fatigué, malade ou stressé, je fais au minimum une chose en français. Cette chose peut être minuscule. Lire une phrase. Écouter 30 secondes d'audio. Répéter un mot. Si je fais cette chose minuscule, le jour compte. Je n'ai pas cassé ma chaîne. Je n'ai pas abandonné. Mon cerveau sait que je suis toujours un apprenant de français. Mais si je saute même ce minimum, quelque chose de mauvais se passe.
Émotionnellement, je recommence à zéro. La culpabilité revient. La résistance augmente. Et il devient plus difficile de reprendre. C'est pourquoi le minimum est si important. Il protège mon identité d'apprenant. J'ai une question pour vous. Quelle est une habitude que vous ne manquez jamais, même pendant une journée chaotique? Pensez-y 2 secondes, et vous verrez que cette habitude peut devenir l'encre de votre système de français. Maintenant que je pouvais commencer facilement, j'avais besoin que le français m'entoure d'une façon naturelle. Chapitre 6, l'air français. Faire entrer la langue dans la vie quotidienne. J'ai commencé à créer ce que j'appelle l'air français. C'est l'idée que le français flotte autour de vous, comme l'air que vous respirez. Vous ne le cherchez pas. Il est simplement là. Comment j'ai fait ça? J'ai commencé à inclure des phrases françaises simples dans des moments normaux. Pas des moments d'étude. Des moments de vie. Par exemple, quand je me réveillais, je me disais « bonjour ». Pas dans ma tête en anglais, puis traduit. Directement en français, avec un simple bonjour. Quand je voyais qu'il pleuvait dehors, je me disais « il pleut ». Pas en anglais, mais en français, même si c'était très simple. Quand je buvais mon café, je pensais « le café est chaud » en français, sans effort. Ces petites phrases ne semblent pas importantes. Mais elles ont changé quelque chose dans mon cerveau. Le français a cessé d'être une performance. Il a cessé d'être quelque chose de formel que je devais bien faire. Il est devenu quelque chose de naturel que je faisais sans y penser. Au début, je me sentais un peu ridicule. Je me parlais à moi-même en français dans ma propre maison. Mais personne ne m'entendait. Et même si quelqu'un m'entendait, qu'est-ce que ça changeait? J'apprenais une langue. C'est une bonne chose. Voici quelque chose d'important que j'ai réalisé. Je n'essayais pas d'étudier. J'essayais de vivre. L'étude est quelque chose que vous faites séparément de votre vie. Vivre en français est quelque chose que vous faites pendant votre vie. Cette différence est énorme. Quand vous étudiez, vous avez besoin de temps, d'énergie et de motivation. Quand vous vivez en français, vous avez seulement besoin d'être éveillé. Chapitre 7. L'écoute automatique, du bruit à la compréhension. Mais le plus grand changement est arrivé quand le français est entré dans mes oreilles, pas seulement dans mes yeux. L'écoute était quelque chose que j'avais toujours trouvé difficile. Avant, l'écoute était un événement spécial. Je devais trouver du contenu. Je devais mettre mes écouteurs. Je devais me concentrer. Et cette préparation mentale me fatiguait avant même la première minute d'écoute. J'ai décidé de rendre l'écoute automatique. J'ai attaché l'écoute à une action quotidienne, comme j'avais attaché la lecture à mes pauses naturelles. Voici ce que j'ai fait. Chaque matin, pendant que je préparais mon petit déjeuner, je mettais du français en fond sonore. Pas de la musique. Du français parlé.
Des podcasts simples. Des histoires pour débutants. Des conversations lentes. Je ne m'asseyais pas pour écouter. Je ne me concentrais pas intensément. Je faisais simplement mes activités normales avec du français dans les oreilles. Au début, je ne comprenais presque rien. Les mots passaient trop vite. Les phrases se mélangeaient. Mais je continuais. Et petit à petit, quelque chose a changé. Des mots ont commencé à sortir du bruit. Des phrases ont commencé à avoir du sens. C'était comme de la magie. Un jour, j'ai compris une phrase entière sans y penser. Je préparais mes œufs et j'ai entendu quelqu'un dire bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Et j'ai compris immédiatement, sans traduction dans ma tête. Ce moment m'a donné tellement de motivation. La preuve que l'écoute passive fonctionnait vraiment. Mon cerveau apprenait même quand je ne faisais pas attention consciemment. J'ai aussi découvert l'importance de la répétition. Au lieu d'écouter du nouveau contenu chaque jour, j'écoutais souvent le même épisode plusieurs fois. La première fois, je comprenais peut-être 20%. La deuxième fois, 30%. La troisième fois, 50%. Cette répétition ne semblait pas productive. Mon cerveau voulait du nouveau, du contenu frais et excitant. Mais la répétition était exactement ce dont j'avais besoin. Chaque écoute renforçait les mêmes mots, les mêmes structures, les mêmes sons. Mais j'ai fait une erreur importante au début. Je choisissais du contenu trop difficile. Je voulais écouter des podcasts pour natifs. Je voulais regarder des films sans sous-titres. Je pensais que la difficulté me ferait progresser plus vite. Sauf que c'était faux, et la difficulté excessive me faisait abandonner. Si je ne comprenais rien, mon cerveau se déconnectait. Et je finissais par arrêter d'écouter. J'ai changé ma stratégie. J'ai choisi du contenu plus facile. Du contenu répétitif. Du contenu que je pouvais comprendre à 60 ou 70%. Ce niveau était parfait. Assez facile pour rester engagé. Assez difficile pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de la décision dont je vous ai parlé? Celle qui a fait fonctionner tout le système? Elle est liée à ce choix de contenu facile. Mais je vous la révélerai un peu plus tard. L'écoute a rendu le français familier. Mais j'avais encore besoin de parler sans me bloquer. Chapitre 8. Parler sans honte. Créer des moments sans pression. Parler français était ma plus grande peur. Même seul, dans ma propre maison, je me sentais nerveux quand j'essayais de parler. Ma bouche ne voulait pas former les sons. Mon cerveau cherchait les mots et ne les trouvait pas. Et je me sentais stupide. Cette peur est normale. Presque tous les apprenants de langue la ressentent. Mais la peur ne disparaît pas en l'ignorant. Elle disparaît en créant des situations où parler est facile et sans pression. J'ai créé ce que j'appelle des moments de parole à basse pression.
Ce sont des moments où je parle français, mais où les enjeux sont nuls. Personne ne m'écoute. Personne ne me juge. Je peux faire des erreurs sans conséquence. Voici comment j'ai fait. J'ai créé des invites simples pour moi-même. Des questions auxquelles je répondais à voix haute, en français. Par exemple, le matin, je me demandais, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et je répondais en français. Aujourd'hui, je vais travailler. Je vais manger. Je vais me reposer. Ces phrases sont simples. Elles ne vont pas impressionner un natif. Mais ce n'est pas le but. Le but est de faire bouger ma bouche. De faire sortir des mots. De créer l'habitude de produire du français, pas seulement de le consommer. Voici quelque chose que j'ai appris sur la parole. Il y a une grande différence entre savoir un mot et pouvoir dire un mot. Vous pouvez connaître des centaines de mots passivement, les reconnaître quand vous les lisez ou les entendez, mais être incapable de les utiliser activement dans une conversation. La seule façon de transformer la connaissance passive en compétence active est de pratiquer la production. De faire sortir les mots de votre bouche, même quand c'est difficile, même quand c'est imparfait. Alors j'ai créé des règles simples pour moi-même. Chaque fois que je fais une action simple à la maison, je la décris en français. Je ne le fais pas tout le temps, ce serait épuisant. Mais je le fais assez souvent pour que ça devienne naturel. J'ouvre le réfrigérateur. Je dis, j'ouvre le réfrigérateur. Je prends une pomme. Je dis, je prends une pomme. Je ferme la porte. Je dis, je ferme la porte. J'ai aussi commencé à décrire ce que je faisais, en temps réel. Je suis dans la cuisine. Je prépare le dîner. Je coupe les légumes. Je fais chauffer l'eau. C'était étrange au début. Je me parlais à moi-même comme un commentateur sportif. Mais ça marchait. Chaque phrase était une pratique. Et la pratique devenait plus facile avec le temps. Petit à petit, parler français a cessé d'être effrayant. Ce n'était plus une performance. C'était juste quelque chose que je faisais chez moi, comme n'importe quelle autre activité. Tout s'améliorait, et j'avais le français dans mes yeux, dans mes oreilles, et dans ma bouche. Mon système fonctionnait. Chapitre 9. Le coup de fatigue. Et comment le système survit. Et puis quelque chose s'est passé qui a presque tout détruit. Une semaine très occupée est arrivée. Mon travail demandait plus d'heures. Ma famille avait besoin de plus d'attention. Je dormais moins. Je mangeais mal. Et le français a commencé à glisser. Le premier jour, j'ai sauté ma micro-séance. Je me suis dit, juste aujourd'hui, je suis trop fatigué. Le deuxième jour, j'ai encore sauté. Je me suis dit, je reprendrai demain. Le troisième jour, je n'ai même pas pensé au français. À la fin de la semaine, j'avais complètement arrêté.
Et la vieille honte est revenue. Je me suis senti comme un échec. Encore une fois. Je me suis dit, tu vois, tu ne peux pas maintenir une habitude. Tu n'es pas fait pour ça. C'était un moment dangereux. Dans le passé, ce genre de semaine aurait marqué la fin. J'aurais abandonné pendant des mois. Le cycle familier se serait répété. Enthousiasme, échec, culpabilité, abandon, oubli, puis recommencer des mois plus tard. J'ai vu ce cycle clairement pour la première fois. Et j'ai réalisé que le problème n'était pas la mauvaise semaine. Les mauvaises semaines arrivent à tout le monde. Le problème était que mon système n'était pas conçu pour survivre aux mauvaises semaines. Un bon système doit fonctionner dans les bonnes conditions. Mais un excellent système doit aussi survivre dans les mauvaises conditions. C'est la différence entre un système fragile et un système résilient. Mon ancien système était fragile. Il fonctionnait seulement quand tout allait bien. Quand j'avais de l'énergie, du temps, et de la motivation. Dès qu'une de ces choses manquait, le système s'effondrait. J'avais besoin d'un système résilient. Un système qui pouvait plier sans casser. Un système qui pouvait supporter les tempêtes de la vie quotidienne. Mais cette fois, quelque chose était différent. J'avais préparé mon système pour survivre aux mauvaises semaines. J'avais créé ce que j'appelle un protocole de redémarrage. Le protocole de redémarrage est simple. Quand je rate des jours, je ne me punis pas. Je ne me sens pas coupable. Je ne pense pas à tout ce que j'ai manqué. Je fais simplement une chose, je reprends. Ma règle est la suivante. Après une pause, peu importe sa durée, je recommence avec la plus petite action possible. Pas une grande session pour rattraper. Pas un plan ambitieux pour compenser. Juste une micro-séance de 30 secondes. Chapitre 10, deuxième règle. Revenir vite après une pause. Cette semaine difficile m'a appris quelque chose d'important. Mon système devait me pardonner vite. C'est devenu ma deuxième règle. Un bon système ne vous punit pas, parce que la punition crée l'évitement. Si chaque fois que vous ratez un jour, vous vous sentez mal, alors rater un jour devient très douloureux. Et les choses douloureuses, nous les évitons. Mais si rater un jour ne crée pas de douleur, alors reprendre est facile. Le système vous accueille de nouveau sans jugement. J'ai changé ma façon de suivre mes progrès. Avant, je suivais la perfection. Combien de jours sans pause? Combien de sessions complétées? Ces mesures semblaient motivantes, mais elles créaient de la pression. Maintenant, je suis quelque chose de différent, la vitesse de retour. Pas, combien de jours ai-je réussi? Mais, quand j'ai échoué, combien vite suis-je revenu? Ce changement a tout transformé. Rater un jour n'était plus un échec. C'était une opportunité de pratiquer le retour. Et plus je pratiquais le retour, plus il devenait facile.
Vous vous souvenez de la décision dont je vous ai parlé? Elle arrive bientôt. Chapitre 11. Le français dans la tête. Entraîner la voix intérieure. Maintenant que je pouvais revenir rapidement, j'avais besoin que le français commence à apparaître dans mes pensées. Un jour, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Je pensais à ce que j'allais manger pour le dîner. Et une partie de cette pensée était en français. Pas complètement, juste quelques mots. Mais c'était là. C'était la première fois que le français apparaissait dans ma tête sans que je le force. Et j'ai réalisé que je pouvais entraîner cela. Voici ce que j'ai commencé à faire. Quand je me surprenais à penser en anglais, je prenais une petite partie de cette pensée et je la traduisais en français. Pas toute la pensée. Juste un morceau. Par exemple, je pensais, je dois acheter du lait. Et je me disais, en français. Je dois acheter du lait. Au début, c'était lent. Je devais m'arrêter et chercher les mots. Mais avec le temps, c'est devenu plus automatique. Certaines pensées commençaient directement en français. J'ai aussi créé une habitude quotidienne que j'appelle le rituel des 3 phrases. Chaque soir, avant de dormir, je produis 3 phrases simples en français sur ma journée. Les phrases peuvent être très basiques. Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai mangé des pâtes. Je suis fatigué. Rien de compliqué. Mais ces 3 phrases me forcent à produire du français activement, pas seulement à le recevoir passivement. Ce rituel est devenu l'un des piliers de mon système. Il ferme la journée avec du français. Il donne à mon cerveau quelque chose à traiter pendant la nuit. Et elle me rappelle chaque soir que je suis quelqu'un qui apprend le français. Chapitre 12. Les autres à la maison. Transformer la gêne en soutien. Puis ma maison a cessé d'être seulement mon espace. Elle est devenue un espace partagé avec d'autres personnes. Quand j'ai commencé à mettre du français partout dans ma maison, les autres personnes l'ont remarqué. Ma famille, mes colocataires, et même mes visiteurs. Ils voyaient les cartes sur les murs. Ils entendaient les podcasts dans la cuisine. Ils me voyaient parler tout seul. Au début, je me sentais exposée. Je me sentais un peu ridicule. J'avais peur que les gens pensent que j'étais bizarre ou prétentieux. Mais j'ai décidé de transformer cette situation en quelque chose de positif. Au lieu de cacher mes habitudes de français, je les ai expliquées simplement. J'ai dit aux gens, j'apprends le français. J'ai mis des choses en français autour de la maison pour m'aider. Si ça vous dérange, dites-le moi. Et vous savez quoi? Personne n'était dérangé. Au contraire, la plupart des gens étaient intéressés. Certains posaient des questions. Certains voulaient même apprendre quelques mots avec moi. J'ai demandé une petite chose aux personnes qui vivaient avec moi. Une petite limite ou une petite forme de soutien. Par exemple, j'ai demandé à ma famille de ne pas se moquer de ma prononciation.
J'ai demandé à mon colocataire de ne pas éteindre mes podcasts français sans prévenir. Ces petites demandes ont créé un environnement de soutien. Je n'avais plus l'impression de faire quelque chose de secret ou de honteux. J'avais l'impression de faire quelque chose de normal, que les gens autour de moi respectaient. Le soutien a aidé. Mais la vraie percée est venue de ma façon de réviser, pas de ma façon de consommer. Pendant longtemps, j'ai fait une erreur classique. Je courais toujours après du nouveau matériel. De nouveaux podcasts. De nouveaux livres. De nouvelles listes de vocabulaire. Apprendre quelque chose de nouveau me semblait productif. Réviser quelque chose d'ancien me semblait ennuyeux. Mais voici la vérité. Ce que vous apprenez sans réviser, vous l'oubliez. Et ce que vous oubliez, vous devez le réapprendre. Alors vous perdez du temps. Notre mémoire fonctionne d'une façon particulière. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, l'information est stockée dans la mémoire à court terme. Cette mémoire est fragile. Si vous ne renforcez pas l'information, elle disparaît en quelques jours. Mais si vous révisez l'information au bon moment, elle passe dans la mémoire à long terme. Cette mémoire est beaucoup plus stable. Les mots que vous stockez là restent accessibles pendant longtemps. Le secret est de réviser au bon moment. Pas trop tôt, parce que c'est une perte de temps. Pas trop tard, parce que vous aurez déjà oublié. Juste au moment où l'information commence à s'effacer, mais avant qu'elle disparaisse complètement. C'est pourquoi la répétition espacée est si efficace. Elle vous fait réviser exactement au bon moment, encore et encore, jusqu'à ce que l'information soit solidement ancrée dans votre mémoire à long terme. Chapitre 13. La révision, la mémoire qui colle enfin. J'ai changé ma stratégie. J'ai commencé à construire des cycles de révision. Pas des sessions de révision ponctuelles. Des cycles réguliers qui se répètent automatiquement. Voici comment ça fonctionne. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, je ne me dis pas, c'est fait. Je me dis, quand vais-je revoir ça? Je revois le même matériel plusieurs fois. Le premier jour après l'apprentissage. Puis 3 jours après. Puis une semaine après. Puis un mois après. Chaque révision renforce la mémoire. Ce n'est pas une idée nouvelle. C'est la répétition espacée. Mais l'appliquer vraiment, dans ma vie quotidienne, a changé mes résultats. Quelque chose de magique s'est passé. Des mots que j'avais appris il y a des semaines commençaient à sortir automatiquement. Je ne devais plus les chercher. Ils étaient là, disponibles. Chapitre 14. La décision qui a tout solidifié. C'est à ce moment que j'ai finalement compris la décision qui a fait fonctionner tout le système. La décision était simple, mais elle a changé tout le reste. J'ai arrêté de concevoir mon système pour mes meilleurs jours. J'ai commencé à le concevoir pour mes pires jours. Avant, quand je créais un plan d'études, je pensais à moi en version idéale.
Je pensais à moi avec beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et beaucoup de motivation. Et je créais un plan pour cette personne. Mais cette personne n'existe pas la plupart du temps. La plupart du temps, je suis fatigué. La plupart du temps, je suis occupé. La plupart du temps, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Alors mes plans idéaux échouaient. Parce qu'ils n'étaient pas faits pour la vraie vie. La vraie décision a été de construire pour la basse énergie. Quand je conçois quelque chose, je me demande, est-ce que je peux faire ça quand je suis épuisé? Est-ce que je peux faire ça quand j'ai eu une journée horrible? Est-ce que je peux faire ça quand je n'ai aucune motivation? Si la réponse est non, je simplifie jusqu'à ce que la réponse soit oui. Voici le principe que j'ai découvert. Construisez pour la basse énergie, et la haute énergie prendra soin d'elle-même. Quand vous avez beaucoup d'énergie, vous ferez plus que le minimum. Vous serez naturellement motivé. Mais quand vous avez peu d'énergie, le système doit encore fonctionner. Cette décision explique tout ce que j'ai fait avant. Le placement est conçu pour la basse énergie. Vous n'avez pas besoin de chercher le français. Il est déjà là. Les micro-séances sont conçues pour la basse énergie. Vous n'avez pas besoin de 30 minutes. 30 secondes suffisent. Le système qui pardonne est conçu pour la basse énergie. Vous n'avez pas besoin de perfection. Vous avez juste besoin de revenir. Les cycles de révision sont conçus pour la basse énergie. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir quand réviser. Le cycle le fait pour vous. Tout est connecté par cette décision centrale. Chapitre 15, troisième règle. Faire évoluer l'environnement. Avec cette décision en place, j'ai pu construire la dernière règle. Le système doit grandir avec moi. Voici le problème. Si votre environnement reste le même, votre cerveau arrête de le remarquer. Au début, quand j'ai mis des cartes de vocabulaire sur mes murs, je les regardais tout le temps. Mais après quelques semaines, je ne les voyais plus. Elles faisaient partie du décor. Mon cerveau les ignorait. C'est pourquoi j'ai créé ma troisième règle. Mon environnement doit évoluer au fur et à mesure que je m'améliore. Comment ça fonctionne? Régulièrement, je change quelque chose. Je remplace les vieux mots par des nouveaux. Je change l'endroit où je mets les cartes. J'augmente légèrement la difficulté du contenu que j'écoute. J'ajoute un nouveau défi de parole. Ces changements ne sont pas énormes. Ils sont petits et graduels. Mais ils gardent le système frais. Ils empêchent mon cerveau de s'endormir. Voici comment j'ai augmenté la difficulté progressivement. Au début, j'écoutais des podcasts très lents pour débutants. Après quelques semaines, j'ai essayé des podcasts un peu plus rapides. Après quelques mois, j'ai ajouté des podcasts pour niveau intermédiaire. Au début, je parlais seulement des choses très simples. Après quelques semaines, j'ai essayé de parler de mes opinions. Après quelques mois,
j'ai commencé à raconter des histoires simples. L'important est que chaque augmentation de difficulté ne casse pas la facilité. Si quelque chose devient trop dur, mon cerveau résiste. Alors j'augmente juste un peu. Assez pour progresser. Pas assez pour abandonner. À ce point, ce n'était plus un plan d'étude. C'était une partie de qui j'étais chez moi. Chapitre 16. Le changement d'identité. Vivre avec le français. Je me souviens du jour où j'ai réalisé que le français était devenu normal. C'était un matin ordinaire. Je me préparais pour la journée. Et sans y penser, j'ai choisi de mettre un podcast français au lieu de la radio. Pas parce que je devais étudier. Pas parce que c'était dans mon plan. Juste parce que c'était naturel. Ce moment m'a frappé. Je n'avais pas pris de décision consciente. Mon cerveau avait simplement fait le choix automatique de choisir le français. C'était devenu mon défaut. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais plus l'impression d'étudier une langue. J'avais l'impression de vivre avec une langue. Il y a une grande différence. C'est ce que j'appelle le changement d'identité. Au début, j'étais quelqu'un qui essayait d'apprendre le français. Maintenant, j'étais quelqu'un qui vivait avec le français. Ces deux identités semblent similaires, mais elles sont très différentes. Quelqu'un qui essaie d'apprendre le français doit se motiver chaque jour. Il doit prendre des décisions constantes. Il doit lutter contre la résistance, et cela devient épuisant au quotidien. Mais quelqu'un qui vit avec le français n'a pas besoin de motivation. Le français est simplement là, comme l'air qu'il respire. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de résistance, et tout devient normal. Cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle prend du temps. Mais à un certain point, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Le français a cessé d'être une destination et il est devenu un chemin. Je ne marche plus vers le français. Je marche avec le français. Et cette différence a tout changé. Étudier est quelque chose que vous faites temporairement, puis vous arrêtez. Vivre est quelque chose que vous faites continuellement, sans fin. Quand le français est devenu une partie de ma vie domestique, il n'avait plus besoin de volonté pour exister. Il existait simplement. J'ai une question pour vous. Si votre maison pouvait vous enseigner une compétence passivement, quelle compétence choisiriez-vous? Peut-être une langue. Peut-être la musique. Peut-être autre chose. Pensez à comment vous pourriez transformer votre environnement pour apprendre cette chose sans effort supplémentaire. Chapitre 17. Le système complet, raconté du matin au soir. Laissez-moi vous montrer le système complet tel qu'il existe maintenant, du matin au soir. Le matin, je me réveille. Il y a une phrase française sur ma table de nuit. Je la lis en ouvrant les yeux. C'est la première chose que je vois. Je vais dans la salle de bain.
Sur le miroir, il y a 5 mots de vocabulaire. Je les lis pendant que je me brosse les dents. Ça prend 30 secondes. Je vais dans la cuisine. Je mets un podcast français pendant que je prépare le petit déjeuner. Je ne me concentre pas intensément. J'écoute en faisant d'autres choses. Ça dure 10 ou 15 minutes. Pendant le petit déjeuner, j'ai un petit cahier de phrases près de moi. Je lis une page tout en mangeant. Ça prend 2 minutes. Avant de partir, je vois une phrase près de la porte. Je la répète à voix haute. Ça prend 5 secondes. En milieu de journée, je suis souvent occupée. Le travail, les responsabilités, la vie. Le français ne demande pas beaucoup pendant ces heures. Si j'ai un moment libre, je peux réviser quelques mots sur mon téléphone. Si je n'ai pas de moment libre, ce n'est pas grave. Le matin a déjà compté. Mais voici comment le système survit aux heures occupées. Il ne demande rien de plus pendant ces heures. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de culpabilité si je ne fais rien à midi. Le système pardonne. Et si j'ai une journée vraiment terrible? Si je suis trop fatiguée ou trop stressée? Je fais une seule micro-séance de 30 secondes, avec une phrase lue et un mot révisé, et c'est largement assez pour que le système reste vivant. Le soir, je me repose. Il y a un livre français facile sur le canapé. Je lis quelques pages. Pas pour finir le livre. Juste pour avoir du français avant de dormir. Avant de me coucher, je fais mon rituel des 3 phrases. Je dis 3 choses simples sur ma journée, en français. Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai mangé une salade. Je suis content. Et puis je révise. 5 mots que j'ai appris il y a quelques jours. Ça prend 1 minute. La révision ferme la journée. Elle donne à mon cerveau du matériel à traiter pendant la nuit. Et elle me rappelle que demain, le français sera encore là. Si vous voulez construire ce système chez vous, vous avez seulement besoin de commencer avec une pièce et une habitude. Voici l'étape la plus simple que vous pouvez faire aujourd'hui. Choisissez une habitude que vous ne sautez jamais. Se brosser les dents. Prendre un café. Manger le petit déjeuner. N'importe quoi que vous faites tous les jours. Puis attachez une minuscule action de français à cette habitude. Mettez 3 mots sur un papier près de l'endroit où vous faites cette habitude. Demain matin, quand vous ferez cette habitude, les mots seront là. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'un emploi du temps parfait. Vous n'avez pas besoin de temps supplémentaire. Vous avez juste besoin d'utiliser le temps que vous avez déjà. Commencez petit, vraiment petit, avec une habitude simple, 3 mots, et 30 secondes par jour. Si vous faites ça pendant une semaine, vous aurez créé votre première habitude de français. Et une fois que vous avez une habitude, vous pouvez en ajouter une autre.
Ne pensez pas à tout le système en même temps. Ça peut sembler accablant. Pensez seulement à la première étape. Une petite action que vous pouvez faire demain matin, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Le reste viendra naturellement. Une fois que votre première habitude est solide, vous voudrez en ajouter une deuxième. Puis une troisième. Petit à petit, sans pression, votre maison se transformera. J'ai fait cette erreur au début. J'ai voulu tout faire en même temps. J'ai mis du français partout le même jour. J'ai créé 10 habitudes le même matin. Et j'ai abandonné après 3 jours parce que c'était trop. Apprenez de mon erreur, allez lentement et construisez solidement. Chaque petite habitude doit être stable avant d'en ajouter une nouvelle. C'est la patience qui gagne, pas la vitesse. Ce système a changé ma confiance, pas seulement ma connaissance du français. Avant, je me sentais comme quelqu'un qui essayait d'apprendre le français et échouait. Maintenant, je me sens comme quelqu'un qui vit avec le français. La différence n'est pas dans ce que je sais. La différence est dans qui je suis. Quand vous transformez votre environnement, vous transformez votre identité. Vous n'êtes plus quelqu'un qui doit se forcer à étudier. Vous êtes quelqu'un qui est naturellement exposé au français chaque jour. Le français n'est plus un invité dans votre vie. Il est un résident. Et cette confiance se transfère à d'autres domaines. Si je peux changer mes habitudes de français, je peux changer d'autres habitudes. Si je peux construire un système qui survit aux mauvais jours, je peux appliquer la même logique ailleurs. Le français m'a appris quelque chose sur moi-même, pas seulement sur la langue. Chapitre 18. Votre premier pas, simple et concret. J'ai une dernière question pour vous. Quelle est une habitude à laquelle vous allez attacher le français? Réfléchissez-y maintenant, mais pas avec une habitude hypothétique. Une vraie habitude que vous faites vraiment demain. Si vous voulez, partagez-la dans les commentaires. Dites-moi, je vais attacher le français à mon café du matin. Ou, je vais mettre des mots français près de mon lit. Ou, je vais écouter du français en cuisinant. Quand vous écrivez votre intention, vous la rendez plus réelle. Et quand vous la partagez, vous créez une petite responsabilité qui peut vous aider à commencer. On se retrouve bientôt pour la suite, et en attendant restez simple et constant. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur une seule chose, une habitude simple et un petit pas concret, et le reste viendra naturellement. Votre maison vous entraîne déjà chaque jour. Elle crée des habitudes sans que vous le sachiez. Elle influence ce que vous pensez, ce que vous faites, et qui vous devenez. Alors vous pourriez aussi bien choisir ce qu'elle vous enseigne. Choisissez le français. Choisissez de transformer votre espace en professeur. Et regardez comment, petit à petit, jour après jour, le français cesse d'être quelque chose que vous étudiez et devient quelque chose que vous vivez. C'est la vraie transformation. Pas dans vos notes. Pas dans vos examens. Mais dans votre quotidien, dans votre maison, dans votre vie. Et ça commence aujourd'hui.
Avec une habitude. Avec 3 mots sur un papier. Avec 30 secondes de français. Le voyage de 1000 km commence par un seul pas, et votre voyage vers le français courant commence dans votre propre maison. Avant de vous laisser, je veux résumer les 3 règles qui ont changé ma vie, pour que vous puissiez les appliquer dès aujourd'hui. La première règle. Le français doit apparaître sans demander votre permission, parce qu'il doit être visible, accessible et difficile à ignorer. La deuxième règle. Votre système doit vous pardonner vite, parce que les mauvais jours arrivent et que ce qui compte vraiment est la vitesse à laquelle vous revenez. La troisième règle. Votre environnement doit évoluer avec vous, parce que si tout reste identique, votre cerveau s'habitue et finit par ne plus remarquer. Maintenant, choisissez une seule habitude réelle que vous ferez demain, et attachez-y 30 secondes de français, même si vous êtes fatigué ou stressé. Si vous le voulez, écrivez votre intention dans les commentaires, parce que l'écrire la rend plus réelle et vous aide à passer à l'action. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment garder ce système vivant pendant des mois, même quand la motivation baisse, et comment augmenter la difficulté sans vous décourager. Je crois en vous, et je vous souhaite une excellente continuation dans votre aventure française.